Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs abdominales non traumatiques au sol. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un motif fréquent de passage aux urgences. Sur la SFMI, il parlait de 5 à 10% des passages aux urgences, 30% d'hospitalisés et le motif de recours, donc douleur abdominale, ça représente 40% des chirurgiens d'urgence. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'étiologies différentes, des graves et moins graves, donc parmi lesquelles l'âge nous oriente beaucoup. Là, il y a les principales causes de douleurs abdominales. Vous connaissez tous, cholécystite, appendicite, les occlusions, plutôt chez les personnes âgées, pancréatite, les diverticulites et les cancers digestifs. Là, je vous ai mis aussi des causes extra-péritonéales de douleurs abdominales auxquelles il faut penser, qu'il faut éliminer aussi l'ischémie coronarienne. On a pensé à faire le CG dans les douleurs sus-nésocoliques, les pneumonies basales aussi qui peuvent donner des douleurs abdos, le P, et voilà, les autres causes, le diabète, porphyrie, et ensuite les douleurs pariétales. Les douleurs pariétales qu'on peut facilement différencier des douleurs abdominales en faisant lever les jambes, en fait, jambes tendues, faire fléchir le bassin. En général, c'est la mise en tension des muscles abdominaux. Ça provoque une douleur beaucoup plus intense si c'est une douleur pariétale que si c'est une vraie douleur intra-abdominale viscérale. Là, je vous ai mis un petit texte que j'ai eu en box. C'était une dame de 41 ans, elle exprimait de douleurs, elle évoluait à bas bruit depuis le mois de novembre. Et là, elle se présente pour l'exacerbation de ces douleurs, des épigastralgies intenses, et elle vomissait depuis 3 jours. Sur le courage, elle a retrouvé des notes avec antécédents de cholécystectomie. Elle avait été opérée en 2013 à Kourou et avec, pendant l'opération, une plaie du cholédoque. Ils avaient posé une endoprothèse biliaire qui était restée en place pendant 1 mois. Et puis elle était sortie. Et dans ces observations, elle avait eu déjà consulté en gastro. Elle avait perdu 7 kilos en 4 mois. Donc, elle arrive, elle est très, très allergique. Et à la bio, on y retrouve un gros syndrome inflammatoire avec une CRP à 144, une leucocytose et puis une fièvre élevée. Également, une cholestase avec un subictère. Donc là, on pense. Il n'y a pas eu de bougeant le papier. Si, elle avait donc un syndrome de cholestase avec pas de cytolyse, un tout petit peu de cytolyse par an, elle est biliée à 2 fois la normale. Il y a un gros syndrome de cholestase. Donc, peut-être sur le Ouais. La première hausse, c'est pas un truc bizarre, mais c'est un très extransèque. Merci. C'était ça en fait. Elle a eu son écho-abdo qui retrouvait une structure de masse qui ressemblait à un calcul d'environ 10 mm dans la partie terminale du cholédoque avec une dilatation des voies en avant. Donc c'était d'aspect non tissulaire. Ça a surpris aussi les gastro qu'elle fasse un calcul alors qu'elle avait plus
Elle a été transférée en gastro pour avoir sa colombure rétrograde en urgence. À savoir qu'elle avait déjà eu donc, sa cystectomie plus la sphinctérotomie. La prise en charge, donc, c'est la dérivation en urgence des voies biliaires, donc ça va être fait par la CPRE. Et puis, une antibiothérapie précoce qui va être active sur les entérobactéries, bactéries digestives, la réhydratation et puis le contrôle de la douleur. Donc là, qui a nécessité quand même, elle, de grosses doses pour être soulagée. Je vais parler aussi des critères de gravité d'une douleur abdo. C'est vrai qu'il y a tellement de passages de douleur, c'est un outil d'admission tellement fréquent qu'on peut se perdre. Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que ça ne peut pas attendre? Est-ce que c'est un abdomen aigu? Et aussi des indications d'imagerie dans une douleur abdo. Alors, il y a 3 choses. D'abord, est-ce que le patient arrive choqué? Donc, les signes de choc, de tension, les marbrures, le biburie. Est-ce que, deuxièmement, il y a des signes de détresse vitale, la déshydratation, la détresse respiratoire, l'altération de la conscience ou de l'agitation, signe de détresse. Et troisièmement, ça va être ce qu'on va retrouver à l'examen clinique. Donc, l'aspect du ventre sous les doigts, si le ventre est tendu, le ventre de bois, qu'il soit immobile au mouvement respiratoire, s'il y a une défense, il y a une contracture, les bruits hydroaviques, si on n'a pas, si on a beaucoup trop, et la masse d'attente. Et bien faire la différence aussi entre 3 choses, la douleur provoquée, donc on va palper le ventre, ça va faire mal, mais il va rester souple. La défense, où vraiment on va sentir que sous les doigts, les muscles vont se contracter et on peut le vaincre. À la différence de la contracture, où vraiment c'est un abdomen qui est tendu, même sans le toucher, vraiment immobile, qui est vraiment signe d'une habitation abdominale. Là, j'ai retrouvé. C'était sur le site de la SFMU, c'est très récent ça, c'est de 2022. C'est un papier qui parle de l'association entre douleur abdominale intense et diagnostic d'urgence chirurgicale. Donc, dans cette étude, ils ont inclus sur une période d'1 an à peu près environ 5000 patients. Et ils ont créé 2 groupes. Donc, un groupe, donc c'était les infirmières d'accueil en fait, qui évaluaient la douleur à l'entrée. Si c'était une EN supérieure à 6, une EN inférieure à 6. Et ils ont retrouvé en fait que la douleur abdo intense, donc EN supérieure à 6, était significativement associée à une urgence abdominale, en ratio à 1,28. C'était également associé au sexe masculin, l'âge avancé, la température élevée, donc 39, et la fréquence cardiaque élevée. C'est une faible valeur, c'est une étude d'observation rétrospective. Pour ce qui est des critères vers quoi s'orienter, les critères de gravité, savoir que la valeur localisatrice des douleurs, elle est très faible en fait. On pense souvent, par exemple, à l'appendicite où on cherche toujours au point de notre Burnett, mais la valeur localisatrice reste faible. Pour des fièvres qui sont élevées, on va plutôt évoquer des causes urinaires ou vésiculaires. Quand c'est des foyers vraiment digestifs, les fièvres, elles sont autour de 38 plutôt que de taper des 39 ou des 40. Le fait que les vomissements apparaissent secondairement à la douleur aussi, ça oriente plus vers une cause chirurgicale. Et puis, ce qui nous inquiétera plus aussi, c'est des douleurs qui
qui évolue depuis moins de 2 jours, une douleur qui est continue et l'absence d'antécédents de douleur similaire dans le passé. À savoir aussi que les causes chirurgicales, il y a plus de causes chirurgicales chez les personnes âgées que chez les sujets jeunes. Là, c'est un petit algorithme de prise en charge de une douleur abdominale aiguë pour un patient qui se présente en urgence. Donc, premièrement, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est éliminer les états de choc, et savoir s'il y a un état de choc, si on n'a pas, si on part à l'assaut, sinon on le garde en box, on l'explore. Là, ensuite, on cherche à éliminer les diagnostics graves. Donc là, la masse pulsative, on pense à l'anévrisme de l'aorte, la suspicion de grossesse extra-utérine. Là, s'il y en a, ça sera aussi à l'assaut avec l'écho en urgence. Si on a patient péritonéo, on va explorer avec une anamnèse qui est plus fine et plus orientée. Sinon, ça sera avec du chirurgien une prise en charge. Là aussi, j'ai trouvé un autre papier qui est aussi ultra récent, qui parle de l'intérêt du scanner abdominopelvien chez des personnes de plus de 75 ans qui consultent en douleur abdominale. En fait, ce papier disait que le scanner avait vraiment un intérêt chez la personne âgée, donc on a déjà moins de peine à irradier, entre guillemets, et que ça modifiait. Le but du scanner, c'est de modifier son niveau de certitude. Donc on a une idée, on veut modifier, donc augmenter notre niveau de certitude, ou diminuer notre niveau de certitude, et cette modification, elle se passe dans 2/3 des cas après un scanner chez la personne âgée. Et surtout, elle diminue le taux d'hospitalisation d'un quart. C'était une étude, ce n'était pas une grande étude randomisée, c'était un fait de niveau de preuve, mais en tout cas, c'est quelque chose de récent. C'était français. Donc là, on a parlé de qu'est-ce qui nous oriente cliniquement, qu'est-ce qui nous oriente selon le terrain. Et là, on cherche la CD2 d'imagerie, donc le scanner. Et pour nous aussi, on essaiera d'utiliser l'écho. Alors, l'écho, c'est quelque chose, l'écho qui est réalisé par l'urgentiste, ça n'a pas la même valeur que l'écho qui est réalisé par le radiologue. Elle va simplement aider l'urgentiste à orienter son diagnostic, à optimiser la prise en charge du patient. Donc, elle va avoir pour objectif de répondre à des questions simples. Est-ce que oui ou non il y a un bloc? Est-ce que oui ou non il y a une dilatation mémoire? Donc, c'est des petites choses qu'on est censé retrouver rapidement et qui nous orientent rapidement. C'est fait au but du patient et ce n'est pas censé prendre trop de temps non plus. Voilà. Là, j'ai mis quelques. Dans quel contexte on peut réaliser l'échographie. Donc là, d'abord pour les douleurs vésiculaires, donc dans l'agonicite aiguë, on peut rapidement, en plus, la vésiculaire, elle est très facile d'accès à l'écho. On va chercher 3 choses. Là, il y a une petite faute, mais c'est lithiase. La lithiase dans la vésicule biliaire, donc c'est des structures qui sont hyperéchogènes avec un cône postérieur. Elle est mobile avec les mouvements du patient. On va chercher une épaisseur des parois de la vésicule. Donc là, c'est important quand on mesure l'épaisseur des parois, que ce soit sur la paroi antérieure et surtout qu'on mesure de manière perpendiculaire au faisceau de la sonde. Donc l'épaisseur des parois, c'est supérieur à 3 mm. Et ensuite, le morphe échographique, donc la douleur au passage de la sonde. Là, c'était intéressant de voir en fait que il y a pour les valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, vous voyez, pas de lithiase et un morphe négatif et paroi normale.
Ça éliminait le polycystite dans 99% des cas. Voilà. Lithiase et Murphy et parois épaissies, on avait 92,13% de chances que ce soit une polycystite. Donc, rien qu'avec ces trois choses-là, c'était rapidement, on peut quand même vite s'orienter. Donc là, j'ai juste mis une lithiase. Alors, selon vous, il y a une polycystite ou c'est juste une lithiase? C'est la bonne connaissance de base. Non. Il n'y a pas de polycystite. Et la paroi antérieure, elle est fine. Ouais. Donc, il y a la lithiase, il y a le condom, mais les parois, c'est pas ici. Pas la même chose. Ensuite, pour l'angiocolite, j'ai mis ça parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais en fait, l'angiocolite, nous, à l'écho, ça va pas, enfin, on va plus se baser sur la clinique, donc c'est la séquence, la triade de douleurs de type colique hépatique, la fièvre et interrétentionnelle. À l'écho, en fait, la dilatation des voies intra-extra-hépatique, elle est difficile à voir pour quelqu'un qui n'est pas entraîné. Donc, ça sera plutôt à demander au radiologue. Et sa sensibilité est plus faible pour les obstacles sur la voie biliaire principale. Troisième chose, l'anévrisme de l'aorte abdominale, petit rappel de définition, c'est une dilatation permanente qui est localisée, qui est segmentaire avec une perte du parallélisme de l'artère. Il faut qu'il y ait une augmentation d'au moins 50% du diamètre normal de l'artère. Là, l'écho, elle a une sensibilité, une spécificité qui est proche de 100%. Donc, ils disent que de toute façon, plus 50 ans qui se présente avec douleur à dos ou lombaire intense ou en état de choc devra bénéficier d'un examen échographie de l'aorte. C'est très très accessible, donc on fait l'écho sur toute la hauteur de l'aorte. C'est très facile d'accès, c'est très facile de la mesurer, ça prend pas longtemps et la variabilité intra et interopérateur est très faible. Donc, même pour les moins aguerris, ça peut aider. Donc là, vous avez l'image là, avec un ici, en transversal et en boucle longitudinale. Pour ce qui est des calculs rénaux, souvent le diagnostic est clinique, mais des fois sur une anémie, donc une colique néphrétive qui est bilatérale ou alors qui est anurique, on va rechercher une néphrénose aiguë. Donc là, on fait le TP aussi, on avait beaucoup parlé de l'écoute du rein, mesurer les qualités, bien mettre les couleurs. Ça, on le fait parce que ça pose l'indication d'une évaluation des urgences. Si c'est une colique néphrétique simple, bon, on fait le bilan bio, on fait le diagnostic clinique, on n'a pas nécessairement besoin de faire de l'imagerie si elle est vraiment simple. Cinquième chose, pardon, épanchement péritonéal. Donc là, plutôt pour les acides, en fait, donc on va utiliser les mêmes incidences que sur la paste que vous connaissez, en suspulien, dans les loges hépato-rénales et spléno-rénales. Et on va ajouter juste les gouttières paracoliques, ça permet de confirmer un épanchement. Si on a un doute, si l'épanchement est minime, et pourquoi pas pour faire un repérage pour un endroit pour une ponction idéale. Là, c'est l'espace hépatorénal, et là, ici, c'est les gouttières paracoliques, on va les partager là. L'hypogénicité de chaque côté du côlon.
Voilà, l'échographie, donc c'est censé être vite fait, bien fait, c'est-à-dire que ça doit répondre à des questions simples, ça ne doit pas retarder la prise en charge du patient, c'est fait pour nous aider, nous, et c'est fait que dans certaines indications précises, donc on ne va pas le faire sur une douleur abdo, on ne sait pas trop où aller, ou c'est des tableaux un peu bâtards. Voilà. Le TDM chez la personne âgée, donc, on a vu que chez la personne âgée, c'était souvent des causes chirurgicales. Et surtout, chez la personne âgée, des fois, elles n'ont pas forcément des symptômes très typiques, donc sans intérêt là-dedans. L'orientation à l'accueil par les MAO et par les infirmiers, c'est vraiment crucial parce que ça va déterminer, on va savoir si par la recherche de critères de gravité, si ça a un intérêt à être boxé ou si ça va attendre les